Bonjour tout le monde. D'ailleurs, je tiens à remercier mes collègues enseignants, les étudiants, troisième année master, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Du professeur, encore une fois, bienvenue, professeur Béchir Azouz. Je tiens au passage à remercier, et c'est un grand honneur pour notre cas, de recevoir deux ministres. Professeur Abdelatif Ben Ajnoub, ex-conseiller aux affaires économiques de la présidence de la République, ex-ministre des Finances, et bien sûr mon ami Faisal Boudra, ex-ministre de l'Industrie. Nos honneurs pour notre présence. Je remercie tous les invités, les sponsors, entreprise portuaire de Skikda, entreprise NACIL, Société Intermodale Logistique, qui est filiale de Skikda, mais l'ASCO. Donc sans trop tarder, je donnerai la parole au professeur Béchir Azouz. Je donnerai juste synthétiquement le CVTA au 25 pages. Postdoctorat, Centre d'études de l'administration internationale HEC Montréal, doctorat en sciences de gestion Université de Lille, Master of Science Management Project et de programme en France, diplôme d'études approfondies Lille, France, licence en sciences éco, Université de Rome. Il est titulaire d'une chaire Gothenburg, regard croisé sur la transformation de la gestion publique, la gestion PPP, partenariat public-privé. Il travaille beaucoup plus sur la gouvernance publique. Il a fait deux cours, avant-hier, deux cours pour le master. La gouvernance et le management public, la gestion de projet, management stratégique. Il est aussi, j'ai rencontré il y a 15 ans à Tunis, lors d'un congrès AIMS, Agence internationale de management stratégique, avec notre ami professeur, notre aîné, professeur Taïf. Encore une fois, merci Béchir, c'est la première fois que je viens là-bas. Je remercie encore une fois Abdelatif, professeur, je préfère professeur parce que déjà il est académique, et monsieur Boudin. Chers amis, c'est moi. Je ne sais pas si je dois m'adresser à messieurs les ministres ou bien chers amis. Hein, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Pour Abdelatif, je dirais mon cher collègue. C'est bien ça, Abdelatif. Non, pas de souci. Non, monsieur le ministre. Pas de souci. Pas de souci, ça veut dire, c'est comme la blague avec Chirac et Mitterrand, où il disait
Hein? Monsieur le Premier Monsieur le ministre. Premier ministre, oui, monsieur. Si vous voulez bien, je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation et aussi la générosité de l'école et l'excellence ont fait preuve à mon égard et à ma petite personne. Je voudrais aussi remercier les gens qui participent aujourd'hui avec nous, qui se sont déplacés. Je vais essayer de parler de la langue française, les deux, même si on ne maîtrise pas les deux langues. Mais cela ne fait pas de nous un peuple inculte. Cela fait de nous une nation distincte. On le maîtrise tellement. C'est l'histoire qui a fait qu'on a une amnésie linguistique. Et le français, c'est un butin de guerre, comme disait Cassie. Le sujet que j'ai proposé, qui a été accepté pour des raisons contextuelles, parce que le moment s'y prête, c'est un sujet sur les rapprochements qui porte sur le rapprochement entre l'État, l'entreprise et la société. Et ce n'est pas une thématique algéro-algérienne. Je ne traite pas les thématiques algéro-algériennes pour les raisons que vous devinez facilement. Je traite des thématiques qui sont d'actualité et qui sont contextualisées. C'est-à-dire c'est le contexte. Le monde al-Zahim, aujourd'hui, nous impose des études sérieuses, scientifiquement élaborées, pour comprendre pourquoi l'État a besoin de l'entreprise, pourquoi l'entreprise a besoin de l'État et pourquoi la société a besoin d'eux. Donc le rapprochement entre l'État et l'entreprise a toujours été, dans l'ancien temps, comme actuellement, a toujours été une préoccupation à la fois des États, des entreprises, mais aussi de la société. A toujours été comme ça. L'histoire de mémoire, l'histoire écrite nous dit que les pyramides égyptiennes ont été, d'une manière ou d'une autre, construites par des entreprises privées de l'époque. Pharaon n'avait pas son propre, avec des gens exploités. À l'époque, les règles ont changé. L'histoire un peu plus récente nous dit que toutes les voies navigables de France ont été faites par un rapprochement public-privé, c'est-à-dire par des partenariats. L'histoire nous dit aussi, un peu plus récente que ça, nous dit que le transcontinental américain, c'est-à-dire ce chemin de fer qui traverse l'Amérique, ce chemin de fer qui a été financé par l'argent public, il a été réalisé par des entreprises privées, avec une contribution chinoise à l'époque. Ils avaient besoin de 300 000 des travailleurs chinois. Mais les travailleurs chinois ne se sont pas déplacés d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils avaient derrière ça un État chinois qui, lui, a compris les enjeux à l'époque. Ils avaient compris les enjeux. L'État chinois a 8000 ans d'histoire. Les Chinois n'existent parce qu'ils ont un État qui a 8000 ans d'histoire. Ne traite pas à peu près à 50 ans, 52 ans d'histoire. Mais elle n'est pas très jeune, mais on exige beaucoup de cet État-là. On est une société aussi relativement jeune, et on exige beaucoup de cette société. Et on a des entreprises et un capital privé très jeunes. Ce rapprochement-là, tous les temps, a été un facteur soit de croissance, soit de décadence. Un facteur de grandeur ou un facteur de misère. Quand le privé a pris le dessus sur l'État, c'était l'exploitation et la misère, le désordre et les pratiques mafieuses. Et quand, par contre, le public a pris le dessus sur les entreprises, c'était le totalitarisme, et puis l'orgueil, le mépris, la marginalisation, riche, au-delà, puissance. Ça, c'était les Russes. Et puis quelques pays qui étaient satellitaires, qui tournaient autour de l'idéologie communiste, trotskiste et marxiste. Alors que le rapprochement entre le public et le privé, aujourd'hui, est guidé par des facteurs qu'il faudrait étudier. Pourquoi l'État a besoin aujourd'hui, pourquoi l'État a besoin aujourd'hui, à travers le monde entier, besoin d'entreprises. Il faudrait comprendre. Mais comprendre, ça ne veut pas dire répondre à la question.
Ça veut dire il faut se donner derrière la question quelle est la finalité? Quelle est la finalité de ce rapprochement? À quoi ça va servir? À la toute fin, ce ne sont pas les objectifs, je ne parle pas de l'ADEF, je parle de Raya. Pourquoi aujourd'hui devrions-nous? Ça, c'est la deuxième question. La troisième, c'est comment gérer le rapprochement? Pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'il n'y ait pas de perte de temps, pour qu'il n'y ait pas de suspicion, pour qu'il n'y ait pas de pratiques mafieuses. Il faut gérer ce rapprochement. Et puis l'État, il y a toujours, que ce soit notre État ou les autres États, ils ont toujours ce réflexe autoritaire. La loi, la réglementation, le policier, la gendarmerie, la DRS, Et c'est pas si grave que ça. Les affaires qu'il faudrait gérer avec sagesse, et avec méthode, et élaborer scientifiquement. C'est-à-dire la science ne se trompe pas. La connaissance peut être défaillante. Les opinions peuvent être défaillantes. Mais la science, elle est objective. C'est-à-dire qu'il faudrait comprendre, mesurer, évaluer, corriger, arriver à stabiliser les institutions. Et ça, c'est l'histoire des nations. C'est l'histoire de l'apprentissage. Comment? Alors, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est essentiellement la gestion. Le mot clé ici, si vous permettez, pas pour vous mettre un peu supérieur, mais juste pour me mettre à votre cadre. Si vous permettez, le mot clé ici, c'est la gestion. C'est comment gérer. L'idéologie, je ne l'aborderai pas. Bien sûr, vous pouvez poser des questions, vous aurez des réponses en fonction des questions, en fonction de la teneur, en fonction du temps, de la question. L'idéologie, ce n'est pas ma spécialité. Il y a des sous-bassements idéologiques. Oui, des sous-bassements idéologiques. Je vais les évoquer tout à l'heure. Mais ça ne m'intéresse pas. Le temps n'est plus à l'idéologie meurtrière, autoritaire. Le temps est au résultat des choses. En termes de santé publique, en termes de sécurité publique, en termes de défense, en termes d'institutionnalisation, des institutions fonctionnent. Ça, c'est le résultat qui compte. 50 ans d'expérimentation, 50 ans d'apprentissage, 50 ans, 60 ans d'apprentissage, c'est peu, c'est très très peu. Toutes les nations, y compris les nations qui ont 8000 ans d'histoire, souffrent des problèmes de l'hombrie, l'homme qui se comporte mal. Cela n'a pas donné raison à ces institutions de tuer toute la population. Non, gérer la situation. Comment on gère la situation sécuritaire, on gère la situation éducative, on gère la situation de justice ou de transport, les missions fondamentales de l'État. Dans certains pays, c'est des missions régaliennes, même s'il n'y a plus de rois, ou il y a très peu de rois, mais on continue à radoter. Mission régalienne, mission régalienne, mission régalienne. Mission souveraine, peut-être. Il y a encore que vaut la souveraineté pour un pays qui n'arrive pas à payer sa facture alimentaire. C'est quoi la souveraineté? Un pays qui ne peut pas se défendre. Beaucoup de pays dans le sud sont des pays de façade. Alors, ici, le mot-clé, c'est la gestion des nouvelles formes d'ouverture et de rapprochement public-privé. Je ne parle plus des partenariats public-privés, même si la chaire dont je suis fier à l'État de France, c'est une chaire de Wittenberg de Lunel, qui essaie de comprendre comment gérer, c'est-à-dire comment obtenir pleine efficacité, pleine efficience, pleine économie et pleine équité. Puisque quand on gère les affaires publiques, ce n'est pas juste une question d'argent, n'est-ce pas? Même si l'argent compte beaucoup. Comme je le disais hier à nos étudiants, si vous n'aimez pas l'argent, vous pouvez m'envoyer votre chèque. Moi j'en ai besoin. Et vous ferez un heureux. L'argent fait le bonheur des peuples, fait le bonheur des individus, mais il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Mais il faut être fort financièrement. Une capacité capitalistique libère les énergies, plus le savoir et la connaissance. Les deux sont des sociétés prospères. Et ça se gère. C'est-à-dire, ça ne se porte pas du ciel. Ça se gère. Le ciel nous aide quand on fait ce qu'on a pu, ce qu'on peut, et puis le reste, parce que c'est des facteurs aléatoires. C'est le facteur in-shot. C'est le facteur aléatoire. Les stochastiques vont dire que c'est le facteur aléatoire. On va essayer de maîtriser toutes les variables de gestion qui sont à toute portée. Il faut marquer. Et puis après, fait l'effort de cerner les choses. Pour une responsabilité sociale partagée, bien évidemment,
ce rapprochement se fait essentiellement s'il y a une variable qui est commune à tous les États faiblement institutionnalisés ou très institutionnalisés. Faiblement institutionnalisés, c'est le tiers. Nous faisons partie. Notre État fait partie. C'est la réalité, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et un constat bien fait, avec un questionnement bien formulé, avec une recherche méthodologique et méthodique, on pourrait arriver à des solutions et rendre un État beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Un État plus puissant qu'il ne faut nous écrase. Un État moins puissant qu'il ne faudrait nous périsse. Ce n'est pas une phrase. Quand l'État est fort, trop fort, nous périssons. Quand l'État est faible, trop faible, plutôt faible, trop faible, nous périssons. Entre les deux, c'est un État normal. Comme on aime dire, c'est normal, c'est comme ça. L'État est fort. Les lois sont respectées, les institutions sont debout. Les êtres humains se comportent convenablement chez eux et à l'extérieur. Donc, la variable qui nous ici, c'est la responsabilité sociale. La responsabilité sociale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'État, s'il y a une charge à laquelle il ne peut pas échapper, il peut privatiser la sidérurgie, il peut privatiser l'économie, la cigarette, les produits cosmétiques, parce que certains États investissent encore dans les produits cosmétiques. Il peut privatiser tout ce qu'il veut, le transport, la justice même, dans certains pays, qui est privatisable. Oui, dans certains pays, on est en train de privatiser, c'est-à-dire rendre la médiation par des entreprises qui font de la médiation avant d'aller au juge. Ah ben, c'est un gain-pain. Je ne m'entends pas avec mon voisin, on ne veut pas aller devant le juge. Pourquoi ça coûte cher aux États-Unis? Alors on va chez le médiateur. Et le médiateur, aujourd'hui, c'est le rôle là. La sécurité, elle est aujourd'hui privatisée dans certains secteurs. En 1962, 63, 64, jusqu'à 1985, les fonds publics en Algérie étaient transportés par des voitures de l'autorité publique et par des agents d'autorité publique. Aujourd'hui, une bonne partie des fonds sont faits du transport des fonds, comme la sécurité des magasins, la sécurité des banques, la sécurité faite par les sociétés de gardiennage, les sociétés de sécurité privées. Ce sont des policiers, mais ils sont informés, la police. Autrement dit, qui n'ont pas réussi l'examen pour certaines mauvaises langues à devenir policiers. Mais non, ça c'est un mouvement intéressant, c'est une tendance. Alors, comment les tendances se font, ça c'est un autre sujet. S'il y a une responsabilité commune, ce sont la responsabilité sociale. Pas un État, aucun État au monde, démocratique avec ses institutions, avec son choix libéral ou son choix socialiste ou communiste, ne peut se déroger à la responsabilité sociale. Cette responsabilité sociale, on voit aujourd'hui qu'elle est partagée. J'ai été entre 2010, je crois, 2011, 2012, pendant 3 ans, je travaille avec un groupe européen de la Commission européenne, c'est le Conseil social de l'Europe, sous la direction stratégique d'Arabelle, je pense. Je cite parce que on est filmé et puis pour les archives. On a travaillé sur la charte européenne qui aujourd'hui a été votée par l'Union européenne, adopté la charte européenne des responsabilités sociales partagées. Et les gens ne croyaient pas à ça. C'est qui? Ben, ce sont des entreprises, des États et des collectivités locales, territoriales, qui s'engagent d'être publiques. Il viendra un moment où on ne va pas laisser l'État tout seul. Il viendra un moment où on ne laissera pas l'entreprise toute seule. Il viendra un moment où on ne laisse pas la société à elle-même. Mais c'est des moments où la société est fragile. Face à une crise économique, les entreprises ont un rôle très important à jouer. Mais comment voulez-vous que l'entreprise joue un rôle alors que nous l'avons exclu et de manière constitutionnelle jusqu'à 1976? Non, on continue jusqu'à la dernière constitution. Ce n'est que la dernière constitution qui a abordé en Algérie le statut à l'entreprise et que l'entreprise, elle a droit de citation dans la nouvelle constitution algérienne, celle qui est en vigueur. L'entreprise est reconnue comme étant un facteur économique qui gère la richesse. Ce n'est pas un facteur d'exploitation. Que cela n'en déplaise que vous avez trotsistes, communistes ou ultralibéraux, qui ne veulent pas que l'entreprise se mette aux affaires de la société civile, ben oui, l'entreprise est aujourd'hui sollicitée par l'État. Mais elle est aussi sollicitée par d'autres États
pour jouer un rôle. Mais pour que ce rôle-là, autour de la responsabilité sociale, personne ne se dérobe à sa responsabilité. Comment aborder maintenant la question de la gestion? Comment aborder la question de la gestion? Je vais l'aborder par les facteurs. D'abord, quels sont les facteurs qui font qu'aujourd'hui on s'intéresse de plus en plus à ces nouvelles formes d'ouverture de rapprochement public-privé? Il y a un jeu de mots, hein. Dans fort, je suis pour. Fort. Les partenaires publics-privés. Je ne m'en cache pas. Allez-y à vos questions. Quand viendra le moment. La fragilité persistante des finances publiques. C'est aujourd'hui, d'abord l'accent était sur le Portugal, mais bien avant c'était les formules PASS, les espaces, les programmes de soutien, les programmes d'ajustement structurel. Bah, ça, on a connu ça. Le tiers-monde a connu. Mais les pays industrialisés aujourd'hui connaissent très bien ça. Le programme d'austérité au Québec, le programme d'austérité au Canada, en Australie, en Europe, en France, en Allemagne, partout. Il y a une fragilité persistante. Ça veut dire quoi persistante? Elle est structurelle. Les économistes, ceux qui croyaient au modèle étatique, tout étatisé, se sont trompés. Et les économistes qui croyaient que le modèle ultralibéral, néolibéral, ils se sont trompés. Ils sont là, qu'ils apportent leurs arguments. Je ne suis pas économiste. J'ai un diplôme de licence en économie, mais ça s'arrête là. Mais qui nous apportent. Ils ont fragilisé. Le marché n'a pas une réponse à tout. La société n'a pas une réponse à tout. L'économie n'a pas une réponse à tout. Les trois ont une réponse peut-être et à son développement économique, culturel et autres. La frustration grandissante. Vous n'allez pas me dire que tout va bien, M. le Président. Ailleurs non plus. J'en ai listé jusqu'à maintenant 73 pays. J'ai intervenu dans 36 pays. 3 autres pays. Et on sent la frustration. Elle est partout. Elle n'est pas que chez nous. C'est pour ça que je disais hier, on n'a rien de spécial. On est un peuple spécifique, mais on n'a rien de spécial. On est un peuple comme tous les peuples. On a notre grandeur, décadence. On a nos mœurs, si vous voulez, comme tous les peuples. Et nous vivons avec tous les peuples. Et les tendances qui sont là, ce n'est pas des tendances manipulées par quelconque groupe d'impression, ou de pression, ou d'influence. Non, il y a des institutions internationales qui jouent un rôle, oui. Il y a des institutions régionales, bien sûr, bien évidemment. Il y a des groupes, oui, bien évidemment. Et il y a aussi des idéologies fortes, puissantes. C'est-à-dire, il y a eu la percée des valeurs et de la rhétorique libérale, la percée fulgurante depuis 1976 à nos jours. On ne nous arrête pas de dire en avoir pour son argent. J'ai payé, je suis un contribuable, et j'ai payé, j'exige. Bien sûr, le citoyen exige, puisque l'État est aujourd'hui, non pas à son service propre, mais au service de l'entreprise et au service de la population, ce qu'on appelle service aux citoyens. Faites des corrélations de cause à effet, faites des études de cause à effet. Les États les plus prospères, ce sont les États qui ont bâti des institutions stables et qui sont au service d'une population dont la demande sociale ne cesse de croître. La demande sociale légitime. L'emploi est légitime. La santé, l'éducation. Et bien sûr, certains États, ils sont tournés le dos à ça, par manque de moyens, par manque de ressources. Et quelle est la raison? C'est la raison d'État. Au service de qui cet État-là? L'humain. D'autres États sont tournés complètement vers leur population. L'État algérien est un État, il s'est inscrit aussi dans la Constitution, je pense que c'est 85 fois, 86 fois que j'ai compté, à peu près, où le social est cité dans la Constitution. On ne peut pas reprocher à l'État, on a une Constitution qui dit oui, le logement social, le travail, la société, la culture sociale. Oui, l'usage est payeur. Je suis contribuable, je paye quand je traverse les tours. Et je ne paye pas quand je ne paye pas pour les autres, je paye pour moi. C'est une tendance, et elle est individuelle, c'est normal. Le monde va de plus en plus vers des perspectives individualistes. C'est-à-dire chacun pour soi, le pays de la couche. Chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Ou l'État pour tout le monde, si vous voulez. Non, non. Et il y a une tendance d'individualisation de la société. Puis, le faire plus avec moins. Faire plus avec moins. C'est-à-dire penser au travail, faire le travail autrement, avec des technologies nouvelles, avec des façons de faire, des façons de penser. Des processus, on appelle la gestion par les processus.
Améliorer le processus. Amélioration du processus, ça veut dire quoi? Améliorer le travail, améliorer les activités, les indépendances entre les activités, le coût des activités, la durée des activités, les responsabilités. C'est une science en soi qui s'enseigne dans les grandes écoles de gestion aujourd'hui, l'amélioration du processus. Ce qu'on appelle la réingénierie du processus d'affaires. Ou la réingénierie du processus administratif. Pour que ça coûte moins cher. Et qu'on puisse traiter plus de dossiers dans des technologies si prêtes aujourd'hui. Donc ce n'est pas juste une rhétorique, mais c'est quelque part, à l'excès évidemment, mais quelque part, quand on reste modéré dans ses propos, avec les moyens disponibles, la force des voies et des moyens, comme on dit, ils n'ont pas la force de choix. C'est pas parce que j'ai une dictée que ça va marcher comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne change pas la société par décret, comme disait Crozier. Alors là, il faut qu'il y ait des gestionnaires capables de traduire le parade en situation. Il faut que ces gestionnaires soient formés aussi aux méthodes de travail. Pas uniquement au texte de loi et interpréter les textes de loi. Ça marche pas. Et quand ça ne marche pas, il faut trouver la façon pour que ça marche. Nous avons aussi des préoccupations à travers le monde, des préoccupations de productivité, d'efficience, d'efficacité, l'économie. Ajouter à cela l'équité aujourd'hui. On parle de E4. L'équité. Parce qu'on a oublié à un moment donné, le bénéficiaire, l'ultime finalité de l'État. C'est un citoyen épanoui, heureux. Un citoyen heureux. À l'image du système mondial. Personnalisez pas ça, c'est pas juste un projet. Non. Frustration énorme. Dès que l'administration là, il faut aller chercher un papier, ça y est. Je me mets dans une situation de combat, et puis là, il est prêt. Que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit la population. Et puis, un des facteurs qui justifie la montée en puissance de ces formes d'approchement, notamment les PPP, aujourd'hui, même s'ils ont le dos très très large, PPP, pan pourri lâché au privé. Et quand on dit aujourd'hui PPP, ça veut dire viens, mais là c'est une pan pourri lâché au privé. Et puis pour un syndicaliste, il y a des syndicalistes parmi nous, c'est plan pervers de privatisation. On va commencer par le PPP, on va privatiser après. Plan pervers de privatisation. Non, c'est juste un partenariat sain, géré de façon saine, pour que la population ait des produits et des services sains, publiquement. Partenariat public-privé. Mais peut associer un partenariat public entre les institutions publiques, un partenariat privé-privé. Ici, on parle de l'État, la société. Et aussi, il y a certains qui vont faire du partenariat public-privé par mimétisme. Vous savez, c'est quoi le mimétisme? C'est and, l'être ça. Tu fais comme lui, s'il arrive, vous avez vu au même temps, vous allez gagner. S'il n'arrive pas, il aura beaucoup perdu, mais vous aurez moins perdu que lui. Un mimétisme à l'échelle internationale. Les Français l'ont fait, on va le faire. Les Canadiens l'ont fait, c'est les Français qui disent ça. Les Canadiens l'ont fait, nous on va le faire. Les Algériens, les Français l'ont fait, nous on va le faire. Allez-y à la source. Les Australiens l'ont fait, oui. On ne peut pas le faire, c'est bon. On n'a pas d'affinité culturelle, comme les Algériens en Australie. La France, c'est deux passes. Histoire. Le mimétisme. Donc, il est aussi mondial. Les Canadiens ont voulu faire comme les Australiens ont voulu faire comme la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de précédent, c'est la Nouvelle-Zélande. Je parlerai de cette expérience-là. C'était les socialistes, enfin, les travaillistes, d'abord, qui ont commencé à initier le nouveau management public, ce qu'on appelle le nouveau management public, la nouvelle façon de gérer les affaires de l'État, sur le plan des collectivités, sur le plan des provinces ou sur le plan fédéral, au Canada aussi. Le projet, ces projets-là, pour comprendre dans la gouvernance publique, poussent du débat. La gouvernance publique, c'est un projet, enfin, c'est un sujet extrêmement complexe. Hein. Je vais essayer de simplifier pour des raisons plutôt pédagogiques ou de communication. La gouvernance va dans le sens. Nos amis économistes qui sont présents avec nous parlent de gouvernance économique. Je ne connais pas ça. Honnêtement, je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas, je ne connais pas ça. Certains vont parler de la gouvernance politique, d'autres vont parler de la gouvernance d'entreprise. La gouvernance,
peu importe le niveau d'attaque, elle se résume à peu près à 4. Mais cela ne veut pas dire que c'est de manière exhaustive. Elle se résume à peu près à 4 axes. On peut analyser ça selon l'axe des institutions. C'est le débat sur l'imputabilité des dirigeants publics. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous obtenu? Et pourriez-vous nous faire une petite leçon d'histoire pour nous rappeler dans quel contexte vous avez pris la décision? Ça, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité politique. Ce n'est pas pour le juger, pour le mettre en prison, non, c'est pour assumer ses responsabilités, son rôle dans le choix des politiques publiques. Avez-vous pris une décision après avoir pris un verbe, ou avez-vous pris une décision parce que vous avez consulté un rapport d'études détaillé? Avez-vous consulté la fabrication des politiques publiques? Ou vous l'avez fait sur un coup de tête? Ou pour un intérêt de la nation qui vous a été, ou que vous a inspiré des faits, des gestes, des comportements? Ça, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité politique. On n'est pas encore. La transparence, la qualité des services aux citoyens, l'évaluation des politiques de programme, ce sont plus des valeurs, ce ne sont pas des pratiques dans certains pays. C'est irrationnel. Mais c'est irrationnel. Donc, c'est ça où l'idéologie a pris le dessus. L'idéologie, la nervosité, et puis le caractère méditerranéen, c'est pas parce que nous sommes algériens. C'est le contexte lui-même dans lequel, le contexte géopolitique, le contexte géostratégique, le contexte historique, tout ça va s'impliquer et on n'arrive pas. Ni les économistes, menteur, celui qui dira que j'ai tout compris comment fonctionne l'économie algérienne ou l'économie étrangère. Il y a une seule chose qui est sûre, les économistes se trompent tout le temps. Ils ne savent pas ce qui se passe dans la boîte noire. La boîte noire, c'est la gestion. Parce que c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas juste un équilibre de Fischer, l'équilibre Pareto, l'équilibre d'élasticité. Ce n'est pas une question d'élasticité. Non, non, absolument pas. C'est beaucoup plus complexe. Alors, vous donnez une réponse aujourd'hui, vous dire voici la voie à suivre, ça serait vous manquer de respect, ça serait vous mentir. Non, chaque pays va travailler sur sa capacité à mobiliser. On a une société civile qui est en train d'émerger, profitez-en. Et surtout, que l'État algérien, et notamment ses têtes pensantes, comme dirait Colbert, on a essayé les bonnes têtes. Il est temps d'essayer les mauvaises têtes. Elles n'auront pas moins que les bonnes têtes, mais probablement plus que les bonnes têtes. Donc, essayons d'autres méthodes, essayons de travailler. On a essayé les bonnes têtes, et c'est des bonnes têtes que nous avons. On sait qu'est-ce que ça a donné. Sortir du cadre. Voilà. Expérimenter notre algérianité. Expérimentez-la, notre algérianité. Expérimentez. Mettez-la à l'œuvre. Faites confiance. Quand vous... Les amis, la première, oubliez ça, vous savez, les jeunes, quand vous rencontrez un ministre quelque part, ou un ancien ministre, ou un ex, un futur ministre, posez-lui la question, est-ce que vous croyez en nous, vous les jeunes? Dites-leur, s'il marque l'hésitation, vous avez tout compris. D'accord, merci. Je n'ai pas plus loin que ça. Posez-leur la question, monsieur, est-ce que vous croyez en moi? En vous, Aïcha, Myriam, Nadia, Ahmed, est-ce que vous croyez en elle? S'ils disent oui, fermement, c'est votre homme. S'ils hésitent un instant, si vous voyez les yeux briller et poser parfois, dites que j'ai compris, monsieur. Et n'allez pas plus loin par pudeur intellectuelle, mais par esprit de cœur, esprit de cœur. Merci. Professeur, merci beaucoup. Je tiens au nom de cette honorable assistance de remercier le professeur Akad International qui nous a offert une quarantaine de livres, les derniers livres sur le féminisme. Et je profite de son passage pour venir ici, débattre avec nous et présenter une synthèse de son ouvrage. Je remercie aussi mon ami Béchir Chirbi, sénateur, d'avoir répondu favorablement à l'invitation. D'accord? Et M. Basmoudi, ex-directeur de Hajara. Allez, on continue. تفضل سي عبد الله. والله يا سي محفوظ
Je ne sais pas si c'est bien de donner la parole à un vieil économiste. D'abord, il est vieux, il est économiste. Et comme votre ami professeur au Canada a dit que les vieux, peut-être que c'était plus de mode, et que les économistes se trompent toujours, maintenant, c'est difficile de donner la parole à un vieil économiste. On profite. Alors, il y aura un débat, mais moi je ne vais pas garder trop longtemps. Je vais quand même dire deux choses. Je vous donne 10 minutes. 10 minutes. Oui, on va débat, continue. Ah, c'est bien. Donc les 10 minutes, je vous remercie. J'ai gagné une minute. En entendant notre collègue de l'Université du Québec, j'ai 3 points d'accord, 3 points de désaccord, et 3 points, évidemment. Sinon, nous allons dans la guerre pour être d'accord sur tout, et 3 points d'interrogation. Sur l'accord, 3 points d'accord, il y a en Algérie une crise multidimensionnelle, il y a une crise de ressources. Et la phrase que j'ai l'habitude de dire est la suivante: l'Algérie a fait peu de croissance avec beaucoup de ressources, et si nous sommes intelligents, avec l'aide de ces Mazos, alors on fera à l'avenir plus de croissance avec moins de ressources. Premier point. Deuxième point sur lequel je suis d'accord, il est temps, à partir du moment où il y a moins de ressources, il est temps de trouver le relais dans les ressources. Le relais, c'est-à-dire trouver des ressources additionnelles venant d'autres sources que celles que nous connaissons. Et alors évidemment, il y a là les ressources privées, et c'est à ce propos-là que le PPP peut être intéressant, mais pas au sens où il nous a été présenté, en tout cas pas assez précisément, c'est mon point de désaccord. Sur les ressources privées, il y a les ressources privées locales et les ressources privées étrangères. Sur ces deux types de ressources, malheureusement, notre situation n'est pas assez clarifiée. Les autorités algériennes n'ont pas encore clarifié de façon nette la question du relais. Il faut qu'on trouve d'autres moteurs. Et les autorités algériennes, à ma connaissance, n'ont pas encore clarifié ce point-là de façon précise. Et notamment cette question du secteur privé, d'abord de sa capacité financière réelle, mesurable, et surtout de la transparence et de la concurrence sur les marchés. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Le FMI, chaque fois qu'il fait un rapport sur l'Algérie, il nous dit mettez plus de concurrence, mettez plus de transparence. Et là, c'est FMI, oh là, on montre la déchire. Et puis surtout, dites, monsieur le FMI, comment ça se fait? L'autre point d'accord, c'est que si Mazos nous dit il faut du PPP comme relais de ressources, évidemment, je suis d'accord avec lui. Sauf que tout au long de l'exposé, j'ai essayé de comprendre, là je suis en train de passer au point de désaccord, pour gagner du temps. Sauf que tout au long de l'exposé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le PPP pour M. Mazos? Est-ce que c'est ce qu'on connaît, partenariat traditionnel entre deux entreprises, 49-51 ou là 50 000, 2000, mais qu'est-ce que c'est? Ça, des vieux mécanismes d'association de capital, on fait un tour de table, et puis on fait une entreprise. C'est pas ça le PPP. Si le PPP, et ça a été dit par Mazos et par quelqu'un qui a posé la question, si le PPP c'est la concession, alors on concède l'autoroute, ou là on concède les unités de dessalement, ou là on concède, ça c'est quelque chose qui est classique, sur lequel les Algériens ont déjà travaillé avec plus ou moins de compétences, mais on a déjà une expérience. Malheureuse dans certains cas, la question du dessalement de l'eau, on est en train de payer un maximum
pour de l'eau que nous n'utilisons pas. Ça, c'est une erreur parmi les risques de gestion du PPP, qui n'est pas du PPP. C'est autre chose, c'est du take or pay. Le take or pay, c'est la concession, c'est pas du PPP. Pour moi, le PPP, modestement, c'est le PPP qui concerne essentiellement non pas la sphère économique, mais la sphère publique. Le PPP, pour que nos jeunes étudiants, là c'est un vieil économiste qui parle, sinon les jeunes, hein. Le PPP, tel qu'il est conceptualisé et pratiqué, c'est je suis une entreprise privée, j'apporte des sous, je construis un hôpital et je le loue à la wilaya de Annaba. Ah, si c'est ça, le PPP. C'est ça le PPP. Alors, c'est un apport de ressources, c'est incontestable, ça fait partie du relais, c'est incontestable, mais sommes-nous disposés à le faire? Sommes-nous prêts à le faire? Notre personnel politique est-il prêt à accepter cette solution? Nos maires sont-ils prêts à accepter ça? C'est sur ça que j'aurais aimé qu'on discute, mais dans le détail. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'ils sont prêts à faire du PPP pour l'entente de CETIF? C'est ça les vrais problèmes. Et à ce moment-là, je rejoins ce que disait Bundy. De très très sérieux problèmes autour de comment faire, avec qui le faire. Hein? Parce que le PPP, même dans ma définition pratiquée en Europe, il y a eu des scandales de corruption, je les ai suivis dans le détail. Elle est d'une quarantaine de PPP en Europe. Avec corruption crielle en Europe. Donc, alors, les trois points, je suis rapide, mais c'est un programme, je finis à Z, je suis partenaire de 10 minutes. Il y a trois points sur lesquels je suis, en dehors de cette histoire de PPP, il y a trois points sur lesquels je ne suis pas d'accord. D'abord, comme vieux professeur, j'ai enseigné la pensée économique pendant 10 ans. Votre interprétation de Weber n'est pas la mienne. Max Weber n'a pas dit ce que vous avez dit. Max Weber a dit de façon très très claire, évitons la double casquette. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'État ne s'occupe pas de l'économie, et ça ne veut pas dire que l'économie ne demande pas des comptes à l'État. Ça veut dire que celui qui est fonctionnaire, il est tranquille, il est fonctionnaire, il est payé pour ça, et celui qui est chef d'entreprise, il est tranquille, il est chef d'entreprise, il est payé pour ça. Et Max Weber, c'est Mahfoud a dit attention au mélange des genres. Il est fonctionnaire, l'achia est l'entreprise, ou l'achia il est l'entreprise, on se bat, c'est pas fonctionnaire. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Donc, sur Max Weber, il faut être très précis, parce que là, j'adore Max Weber, mais je veux qu'on ait une lecture précise de Max Weber. Ça, c'est le premier point de divergence. Le deuxième point de divergence, c'est sur la gouvernance. Alors, vous nous avez présenté un tableau scientifique, élaboré, mais sur lequel je ne suis pas totalement d'accord. Votre tableau a des lignes, mais il manque de colonnes. Il manque de colonnes, c'est-à-dire, vous dites, ça, il y a des lignes, en haut, il y a le politique, le fameux tableau. C'est le et vous avez dit, moi, les histoires de gouvernance économique, vous méprisez un peu les économistes, c'est pas bien ça. Non, absolument. J'en ai tellement vu. Là, à 3 reprises, vous avez dit, les économistes. Je ne méprise pas. Je vais vous faire une confidence. Je ne méprise pas. Je vais vous faire. Je n'aime pas. C'est pas pareil, non, absolument pas. Je vais vous dire, vous savez ce que Jean Genet, vous essayez Jean Genet, un philosophe français, il a dit l'Occident m'a laminé, m'a pas convaincu. Moi, les sociologues et les administrateurs, ils m'ont laminé, ils m'ont jamais convaincu. D'accord? Jean Genet, l'Occident. Je reviens au tableau. Le tableau manque de colonnes. Rien ne vous interdit de parler des institutions, des organisations, de la gestion, des outils, etc. Mais mettez des colonnes pour dire à qui ça s'adresse.
La gouvernance économique, ça existe. J'appartiens à la théorie, à l'école de la régulation, et on peut passer 3 heures devant le public à discuter de la théorie de la régulation. Vous serez seul. Je serai seul, parce que l'économie ne vous intéresse pas. Alors je vais vous dire quelque chose. Ambiance bon enfant. Mais c'est pour que les jeunes sachent qu'il n'y a pas une vérité unique. Il y a des discussions, il y a des jeunes. Il faut que vous appreniez à discuter entre vous. Et c'est pour ça que je discute avec le professeur Mathieu. La discussion n'est pas un conflit. Je prends un exemple. Je vais prendre un exemple. C'est Mathieu. Ce petit monsieur, cet économiste de Congo, a créé le Fonds de régulation des recettes. Vous vous souvenez de ça? 2001. Ça et un truc comme ça. Eh bien, je vais vous dire, ça c'est la gouvernance économique, mon cher ami. Et je vais vous dire une chose. Si je n'avais pas créé le Fonds de régulation des recettes, l'Algérie serait en récession depuis 4 ans. Eh ben oui. Elle serait en récession depuis 4 ans. Soyons très sérieux sur ces choses-là. Il ne faut pas jouer avec gouvernance économique, ça n'a pas d'importance. La gouvernance économique globale a de l'importance. La gouvernance d'entreprise a de l'importance. Moi, je suis quotidiennement ce qui se passe à la Sonatra. Vous savez ce que ça veut dire quotidiennement? Pourquoi? Il ne suffit pas de dire gouvernance économique, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, il m'intéresse de savoir qui fait quoi à la Sonatra. Pourquoi? C'est 45% du PIB. Je ne peux pas me désintéresser d'une entreprise qui fait 45% de la richesse nationale. Je ne peux pas ne pas m'intéresser à une entreprise comme Sonatrach si je ne sais pas où en est le projet X, le projet Y et pourquoi le projet Z n'avance pas. C'est ça la gouvernance économique. Donc c'est la chose, avec tout le respect que je dois aux jeunes professeurs, mais je suis un vieux monsieur. Et les vieux monsieur. Bon. Et alors vous allez oublier des choses. Vous allez oublier des choses qu'il faut nous dire et que les jeunes doivent savoir. J'ai dit en commençant, et après j'arrête. J'ai dit en commençant, l'Algérie a fait peu de croissance avec beaucoup de ressources. Notre intelligence maintenant, c'est de faire plus de croissance avec moins de ressources. Ça les concerne à eux, ça ne vous concerne pas et ça me concerne pas. Parce que là, vous nous allez enterrer, mais quand on dit ça, les jeunes, symptômes les jeunes, le premier rang, les jeunes, quand on dit ça, l'Algérie a fait peu de croissance avec beaucoup de ressources, à elle maintenant de faire plus de croissance avec moins de ressources. Ça veut dire, c'est de ça qu'il faut parler, c'est là que rentre le PPP. Ça veut dire que nous devons changer de paradigme. Nous devons changer de paradigme, c'est fait ça. Ce que ça veut dire changer de paradigme, c'est-à-dire de dire à partir de maintenant, la croissance, elle ne dépend pas simplement du volume des ressources, elle dépend d'autres facteurs. C'est quoi les autres facteurs? Le premier facteur, c'est la productivité. La productivité, qu'elle soit dans la sphère économique ou dans la sphère publique. Pourquoi? Parce qu'à travers le pays, nous avons ce que j'appelle, moi, de l'épargne oisive. C'est quoi l'épargne oisive? Quand le bâtiment bnawa, ça met je pense à quelque chose de particulier. Gaspillage des ressources. La productivité. Ça, c'est le premier paradigme. Je parle aux jeunes, parce que les vieux, ils ont déjà compris. Le deuxième paradigme important, c'est que si on parle productivité, il faut parler ressources humaines. Parce que c'est la ressource humaine qui fait la productivité, ce n'est pas l'investissement matériel qui fait la productivité. C'est ça. Donc pour les jeunes, c'est un message d'espoir que je leur adresse. C'est eux qui feront la croissance, pas moi. Puisque c'est la productivité, puisque c'est la ressource humaine, puisque c'est eux. Il y a des changements d'organisation, de gestion, etc. Je finis. Il faut parler aussi, et c'est là peut-être que le PPP a quelque chose à rapporter, le PP tel que je le vois. C'est la question de, on parle productivité, on parle ressources humaines, on parle de quelque chose qui me paraît important, et je conclurai sur l'Europe.
Le troisième paradigme qui me paraît essentiel, c'est le paradigme du local versus national. Savez-vous que mes calculs, parce que j'ai quand même un peu travaillé avec quelques amis, mes calculs m'indiquent que Alger, au sens large, hein, جيبها من بومرداس وطلعت تيبازا وجيبها من بليده وهو البحر. 4 lettres. Alger consomme 50% des subventions de l'État. Alors, quand je dis nouveau paradigme, il faut se poser cette question si la jeune femme de Tissemsilt ou la jeune femme de Bessa vaut moins que la jeune femme d'Alger. C'est un peu de démagogie, hein, les jeunes filles, je parle de vous. Ça, c'est des problèmes centraux. Je ne crois pas un quart de seconde qu'on sortira, dans ma vision de la nouvelle croissance, qu'on sortira de la crise dans laquelle nous sommes installés si on ne regarde pas très sérieusement l'articulation du local et du national. Et ça, nos amis politiques doivent vraiment commencer à y réfléchir très sérieusement. Vous êtes d'accord avec moi? Très sérieusement. Je finis. C'est d'accord. Je finis parce que notre collègue Slimazouz a, peut-être par manque de temps, un peu laissé de côté la dimension internationale qui permet ou qui ne permet pas ces choses-là. C'est-à-dire le PPP. Moi, je suis persuadé que dans l'état actuel des choses, les choses vont progresser très lentement parce que... Et je vous propose une idée, aux jeunes. Hein. L'Algérie est souvent citée comme étant un pays qui apporte de la sécurité. D'accord? Souvent, l'Algérie est un pays important pour nous, l'Europe, important pour nous, l'Afrique, important pour nous, etc., puisqu'elle nous apporte de la sécurité. Et notre ministre des Affaires étrangères, a dit « Nous sommes des exportateurs de sécurité ». C'est plutôt bien ça. Donc, je ne suis pas en train d'inventer. Eh bien, monsieur le ministre des Affaires étrangères, puisque vous êtes exportateur de sécurité, faites-vous payer pour ça. Faites-vous payer pour ça. Et moi, je suis militant du fait que oui, mon pays assure la sécurité propre du pays, mais aussi la sécurité du bassin méditerranéen, au-delà du bassin méditerranéen, de l'Europe. Eh bien, moi, je veux être payé pour ça. J'ai fini. La parole est à vous. Là, je ne crois pas ce que disent les économistes. La hayat liman tunadi. Il provoque la guerre, il y a besoin de son bataille. C'est ça. J'ai fait ça pour les jeunes pour qu'ils ne croient pas un quart de seconde que là, le débat est ouvert. Et si au sein d'une institution d'enseignement supérieur, on ne confronte pas les idées, très bien. Quand j'ai commencé tout à l'heure, j'ai insisté. Hein. Oui, non. Je suis resté quand même 7 minutes là-dessus. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon, je ne vais pas répondre à tout. Est-ce qu'il y a un terme économique que j'ai utilisé ici? On a changé d'époque, monsieur le ministre. On a changé d'époque, monsieur le ministre. Qu'est-ce que changer d'époque? Il y a des économistes, il n'y en a pas. À mon avis, il faut regarder les choses. Tout se fait aujourd'hui sur une base économique. C'est-à-dire on veut des États, on veut des États sur un marché ou sur des marchés concurrentiels. Non. La Chine a gagné aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. La Chine, Je ne suis pas d'accord. Les marchés concurrentiels. Est-ce qu'on va parler de l'idéologie Non, les États. Je parle d'un constat. C'est un constat, c'est pas une position idéologique.
C'est pas un constat. C'est un constat. Ça dépend du lunette que vous utilisez. Oui, mais c'est un constat. C'est-à-dire que la Chine a gagné une bataille à l'échelle internationale, et cette bataille-là, elle est due à des variables macroéconomiques. C'est l'économie d'échelle. Les Chinois ont gagné, l'industrie chinoise a gagné la bataille de la productivité. Maintenant, si on va dans le répertoire idéologique, on dira les communistes chinois ont joué les règles du marché pour gagner contre le marché. Non, ça c'est un vieux débat, très vieux. J'étais à l'université dans les années